Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des autrices et des auteurs pour parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Si je vous dis samouraï, vous avez sans doute en tête l'image d'un personnage en armure laquée, son sabre, le katana au côté, et qui obéit en toutes circonstances au Bushido, le code d'honneur du guerrier. Cette image, fixée en Occident depuis plus d'un siècle, ne correspond qu'imparfaitement à la réalité d'un groupe qui a connu bien des évolutions durant le millénaire de son existence au Japon. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la complexité des samouraïs avec mon invité, Julien Pelletier, qui publie une autre histoire des samouraïs, Le guerrier japonais entre ombre et lumière, aux éditions Perrin. On le retrouve dans quelques instants. Bonjour Julien Pelletier. Bonjour Hassan. Vous êtes spécialiste du Japon médiéval, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont le dernier, Sekigahara, la plus grande bataille des samouraïs, est récemment ressorti en format poche. Absolument. Vous êtes également le fondateur de l'agence Warfog, spécialisée dans l'infographie et la cartographie, et vous avez d'ailleurs illustré et contribué à plusieurs ouvrages historiques récents. Pour commencer, pour me conformer à la règle japonaise, je ne devrais pas vous appeler Julien Pelletier, mais Pelletier no Julien, c'est ça ? Oui, alors le no, pas nécessairement, parce que ça fait un peu office de particule et c'est peu usité, à part dans les cercles, vraiment les élites. Mais Pelletier Julien, oui, ce serait en fait, oui, la convention veut que le nom de famille précède le prénom, en effet. Et toujours pour parler de désignation, quelle est la bonne désignation des samouraïs ? Est-ce qu'on doit parler de clan, au singulier ou au pluriel, de groupe, de caste ? De caste, probablement pas, en tout cas pas durant la plus grande partie de leur longue odyssée. Ils se constitueront effectivement en caste à partir du milieu de la période Edo, là au moment où la société japonaise est vraiment compartimentée en différentes catégories sociales, que le pouvoir espère imperméables les unes aux autres. En réalité, elles ne l'ont jamais été complètement. Il y a toujours eu des transfuges selon les intérêts des différents membres de ces classes. Auparavant, effectivement, on parlera plutôt de clans, mais là encore, il faut nuancer. Pendant le premier Moyen-Âge, notamment autour de la fameuse guerre des Genpei, qui est vraiment le conflit fondateur sur lequel on va peut-être revenir, on parle de clans, certes, dans les chroniques, mais en réalité, il s'agit plutôt de grandes alliances, de grandes coalitions aux contours assez mouvants, et qui n'obéissent pas nécessairement au partage du même sang. C'est un clan au sens très large du terme. La guerre des Genpei, c'est au XIIe siècle, si je ne me trompe pas. Oui, à la fin du XIIe siècle. Oui. Et j'ai lu que l'origine des samouraïs pouvait même être rattachée au VIIe siècle, au moment du déménagement de la capitale impériale de Nara à Kyoto, à la future Kyoto. Est-ce que c'est le cas ? Effectivement, le samouraï, alors il faut prendre le temps quand même de définir un petit peu ce terme. Décidons qu'il s'agit d'une espèce de convention pour désigner le guerrier traditionnel japonais, qui est plutôt appelé bushi de manière générale dans les chroniques au Japon. Mais le samouraï en est venu à devenir un terme générique aussi bien d'ailleurs au Japon qu'en Occident. Donc ce guerrier, cet archer monté, puisque c'est vraiment ce qui le caractérise dans un premier temps, effectivement, il apparaît dès la période Heian, bien avant l'avènement du régime militaire du premier shogunat. Donc il apparaît principalement dans le Kanto, dans la plaine du Kanto, ou donc à l'est du pays, aux alentours de l'actuelle capitale, de l'actuelle Tokyo. C'est un endroit qui est assez favorable à l'élevage équin, et ce n'est pas du tout un hasard bien sûr si les premiers clans guerriers apparaissent dans cette région-là. Et effectivement, ils vont développer des pratiques martiales qui ensuite vont être étroitement associées au samouraï. Le combat, l'archerie équestre, le combat à cheval, donc le maniement du sabre, l'escrime, cette panoplie et ses caractéristiques avec l'armure lamellaire, le casque. Bref, tout ce qui va en venir assez rapidement à définir le samouraï. Le mot samouraï signifie celui qui sert. Donc au départ, ils sont au service de l'empereur. Oui, ils sont au service et de l'empereur et des grands aristocrates de la cour, qui sont aussi en général gouverneurs de l'une ou plusieurs des 66 provinces de l'Empire. Néanmoins, eux préfèrent rester auprès des cercles de pouvoir, à Heian-kyo, donc la future Kyoto. Et donc ils délèguent un petit peu l'administration de leur domaine et l'usage de la force, au besoin, à ces espèces de métayers armés qui commencent à dégager suffisamment de surplus pour se para-professionnaliser, puis se professionnaliser, vraiment embrasser complètement la carrière des armes. C'est ainsi que les samouraïs vont apparaître, former une espèce de colonne vertébrale d'armée impériale qui essaye d'étendre le territoire sous suzeraineté de la maison royale, de la maison impériale, en prenant donc la tête de ces troupes. Et à quel moment ils entrent en rivalité avec cette maison impériale ? Parce qu'on voit que pratiquement ils vont déposséder l'empereur de ses prérogatives au profit de leur chef à eux, le shogun. Oui, c'est vrai. Alors moi j'insiste sur le côté
le processus dans lequel s'inscrit cet événement. On a tendance souvent à considérer un petit peu l'avènement du premier shogunat en 1192 comme une espèce de coup d'État qui d'un seul coup renverserait la table. En fait, c'est un processus qui s'inscrit vraiment dans le temps long. D'abord parce que les samouraïs, les guerriers ne disposent pas de la culture politique et militaire, en tout cas de la culture politique, en tout cas pas suffisamment raffinée pour vraiment exercer le pouvoir par eux seuls. Donc dans un premier temps, une espèce d'administration militaire qui vient phagocyter, parasiter un peu l'administration civile, mais sans la supplanter complètement. Il faudra vraiment attendre le XIVe siècle, notamment l'avènement des Ashikaga. Et encore, là encore, on a un régime un petit peu hybride, un petit peu bicéphale, comme j'aime à le dire, entre le shogun et l'empereur. Donc l'empereur ne sera vraiment privé de tous ses pouvoirs que plus tardivement. Le dernier clou dans le cercueil, si j'ose dire, étant planté au début de la période Edo, au moment où là, les Tokugawa, donc au début du XVIIe siècle, les Tokugawa prennent complètement en charge et prennent toutes les décisions et dépossèdent la cour des derniers reliquats de son pouvoir. Oui, vous avez parlé de la période Edo et de Tokugawa, justement, on va revenir sur ça, parce qu'au Japon, le temps de l'histoire est scandé en époque. Oui. L'époque Sengoku, qui s'étend du milieu du XVe siècle à la fin du XVIe siècle, c'est une période de quasi-guerre civile. Et c'est la bataille de Sekigahara en octobre 1600 qui y met fin. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette bataille est un tournant de l'histoire ? Alors c'est un tournant à plus d'un titre. D'abord, symboliquement, c'est un tournant, une page se tourne entre deux siècles, 1600, vous l'avez dit. Et c'est aussi entre vraiment deux époques très très différentes. La bataille de Sekigahara marque à la fois le point d'orgue et quasiment la fin des guerres civiles. Pas tout à fait, si je voulais être exact, puisque les grands perdants de l'affaire, c'est-à-dire ceux qui étaient favorables au maintien de la maison Toyotomi au pouvoir, le principal artisan de l'unification, dont les Tokugawa récolteront les fruits. Donc ces partisans-là sont vaincus à Sekigahara, mais la maison Toyotomi en droit demeure toujours suzeraine des Tokugawa vainqueurs de la bataille. Donc c'est un moment un peu paradoxal. Et la maison Toyotomi donc, a beau jeu de considérer que la bataille est en fait une rivalité interne entre vassaux. Donc pendant 15 ans, il y a cette espèce de jeu de dupes qui est maintenu. Et il faut attendre 1615, la chute d'Osaka, le bastion des Toyotomi et la fin de ce clan pour que le pouvoir des Tokugawa soit désormais sans partage. Entre ces deux épisodes-là, le Japon entre dans une ère de paix qui va se maintenir jusqu'au milieu du 19e siècle. Il faut quand même souligner cette exception extraordinaire, au moment où, au contraire, la plupart des grandes nations occidentales en particulier entrent dans une période de guerre contre le monde entier, avec les grandes aventures coloniales qui ne va cesser de se développer durant ces deux siècles-là. Donc, si on compare la trajectoire militaire de la France, de l'Angleterre, de la Russie, de ce qui va devenir l'Allemagne, ou même de l'Italie, on est vraiment aux antipodes de ce que le Japon connaît à ce moment-là. Donc on passe d'une période de guerre civile, de surmilitarisation de l'archipel, avec une part très très importante de la population masculine qui fait vraiment profession de combattre, à une période de paix civile, une période de grande mobilité sociale pendant laquelle des gens comme Hideyoshi peuvent partir de rien et se hisser vraiment au sommet du pouvoir, à une période au contraire de très strict contrôle social, de cloisonnement entre catégories sociales. Et puis une période aussi de faste, parce que la période qui clôt le XVIIe siècle, le XVIe siècle, pardon, c'est une période qui est caractérisée par, on pourrait dire presque un peu bling-bling pour employer un anachronisme, alors que le Japon de la période Edo est déjà beaucoup plus austère. Période Edo parce que cette période prend le nom de la ville d'Edo, la nouvelle capitale des Tokugawa, et Edo, c'est l'ancêtre de Tokyo. Absolument, oui. Alors oui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, on tend à découper l'histoire du Japon un petit peu selon les lieux où le pouvoir situe son siège. Donc traditionnellement, la première période qui nous occupe, les premières périodes portent le nom des premières capitales impériales, Nara et Heian-kyo, période Heian, Heian-kyo qui deviendra Kyoto, la capitale. Ensuite, on parle de Kamakura, là c'est l'avènement du régime guerrier. Kamakura, c'est la capitale, au départ une petite bourgade, mais les militaires, les guerriers vraiment tiennent à marquer leur singularité. Et donc la période va se nommer du nom de cette bourgade située une soixantaine de kilomètres au sud de l'actuel Tokyo. Ensuite, effectivement, le shogunat, le gouvernement militaire, revient à Kyoto, dans le quartier de Muromachi. Ça va être cette ère-là, qui coïncide à peu de choses près, en tout cas dans sa deuxième moitié, avec la période Sengoku, qui n'est pas vraiment une période au sens classique du terme, plutôt qui désigne ce long épisode de guerre civile, le long de plus d'un siècle.
Et puis la période Edo, effectivement, lorsque avec l'avènement du shogunat des Tokugawa qui s'établit à Edo, la future Tokyo, on l'a dit. Et ensuite, on va rentrer dans les périodes modernes qui, là, seront caractérisées différemment. Une petite parenthèse sur la terminologie. On parle souvent improprement d'ères. Les ères, en fait, sont beaucoup plus nombreuses. Elles sont édictées par le pouvoir impérial. C'est lui qui décide des changements d'ère en fonction d'événements souvent assez obscurs à nos yeux, en tout cas, en fonction notamment de rites shinto. Donc là, ça n'a vraiment absolument rien à voir avec le découpage historiographique traditionnel. Cette dernière période de shogunat, donc celle des Tokugawa, elle va durer 2 siècles et demi, jusqu'à la décennie 1860 et la restauration impériale, donc on en reparlera. Mais donc en ce 19e siècle, est-ce qu'on peut dire que la représentation qu'on a aujourd'hui des samouraïs en Occident, elle est finalement fixée au 19e siècle ? Oui, je pense qu'elle commence déjà à apparaître à la période Edo. À la fin de la période Edo, on a déjà pensé le samouraï, si j'ose dire. Auparavant, c'est plutôt par la force qu'il s'était imposé, qu'il avait imposé sa suprématie sur la société japonaise. Mais justement, avec la fin des guerres civiles, il doit un petit peu se réfléchir sa position, légitimer sa domination. Et c'est donc là qu'on voit apparaître un certain nombre de courants de pensée qui vont essayer de transformer le samouraï effectivement en modèle, en guide pour le menu peuple. Et ce modèle-là, même si on peut douter de son adhésion large auprès du peuple, on sait aujourd'hui que des critiques n'ont jamais cessé d'être émises, même tout au long de la période Edo, de mots à moins en moins couverts d'ailleurs dans le temps. Mais globalement, oui, cette image, elle est évidemment écrite par les élites, par la classe dominante, donc en particulier par les guerriers, et elle va se cristalliser effectivement au cours de la période Edo, et avec la naissance des grands nationalismes et de ce qu'on appellera plus tard les romans nationaux, au Japon comme ailleurs, effectivement l'archétype du samouraï là commence à se diffuser dans tous les imaginaires, y compris le nôtre d'ailleurs. Dans le livre, vous redressez beaucoup de conceptions erronées qu'on a des samouraïs. En tout cas, vous apportez de la subtilité. On peut prendre 2 exemples, par exemple, qui ont trait à leur art au combat. C'est vrai que l'image classique, c'est les samouraïs qui sont au corps à corps, combattant avec le sabre. Or, vous l'avez précisé un peu avant, ils ont été longtemps des archers à cheval. Pourquoi ils ont changé de technique de guerre ? Alors effectivement, pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, le samouraï se définit par ce mode de combat, à tel point d'ailleurs que l'ancêtre du Bushido, c'est la voie de l'arc et du cheval, ou la voie des flèches. Vraiment, on a ces termes-là qui reviennent régulièrement dans les chroniques. Donc le guerrier se définit vraiment comme un archer, et l'arme noble par excellence, c'est ce grand arc asymétrique caractéristique de la panoplie japonaise. Le sabre est déjà présent, et il y a une mystique du sabre très ancienne aussi. L'un des grands trésors, l'un des 3 trésors de la maison impériale est une épée, alors pas un sabre japonais, pas du tout un katana comme on le connaît aujourd'hui, mais néanmoins il y a cette idée de l'arme blanche, le combat au corps à corps n'est pas inexistant. En général, il vient dans un second temps quand on achève l'ennemi qui a déjà été blessé à coups de flèche. Le sabre va s'imposer un petit peu plus tard avec la révolution militaire, si j'ose dire, du XVIe siècle, qui voit les effectifs décuplés, qui voit les combattants se spécialiser au sein d'armées beaucoup plus complexes, beaucoup mieux articulées, beaucoup plus sophistiquées. Et là, effectivement, les archers perdent beaucoup de leur importance tactique au profit de... Les samouraïs deviennent plus des officiers, des cadres de ces armées-là, et vont combattre davantage au corps à corps dans des grandes conflagrations. Ça apparaît aussi dès la fin du XIIIe siècle avec un événement important. Ce sont les 2 tentatives d'invasion du Japon par l'Empire mongol qui montrent aussi les limites du modèle de l'art de la guerre insulaire tel qu'il avait été conçu jusqu'à présent. Cette espèce d'éthique chevaleresque qui en fait décompose le combat en une multitude de petits duels entre champions qui se sont auparavant désignés l'un à l'autre, présentés et qui ont choisi donc leur adversaire, est complètement obsolète face au combat de masse pratiqué par les Mongols et par leur excellence tactique acquise au gré de leurs différentes conquêtes. Donc les Japonais sont à ce moment-là aussi contraints de repenser un petit peu les règles du combat. Un autre justement point qu'on peut soulever sur le combat, c'est au XIXe siècle, on les perçoit comme réfractaires à la modernité. Je pense par exemple au film Le Dernier Samouraï d'Edward Zwick, où on les voit à l'arme blanche contre l'artillerie occidentale. Mais ça, vous montrez aussi que c'est pas tout à fait vrai. Eux aussi, ils ont adopté les arquebuses et l'artillerie. Oui, en effet, ils ne sont pas du tout les principaux protagonistes de donc des derniers soulèvements de la classe guerrière, qui voient en fait... Alors c'est tout un paradoxe, on y reviendra peut-être, mais c'est tout un paradoxe puisque ce sont des guerriers qui sont les artisans du retour au pouvoir de l'empereur, et en même temps, ce sont un peu les fossoyeurs de leur propre domination, puisque finalement, ça va coûter aux samouraïs leur prééminence. Mais effectivement, le personnage qui inspire
celui du film d'Edward Zwick dont on a parlé, de la fresque hollywoodienne, très hollywoodienne, trop peut-être justement. Il s'inspire donc de Saigo Takamori, qui est souvent présenté un petit peu comme le dernier samouraï, et il se trouve qu'il est très très au fait de ces questions-là. Il a lui-même été le premier commandant en chef de la jeune armée impériale, c'est lui qui l'a formé aux techniques modernes. Il est issu de Kagoshima, ville qui a été l'une des premières à adopter les techniques modernes, à monter un arsenal, à fabriquer des fusils, des canons. Donc il est tout à fait au fait de ces questions-là. Il sait très bien la supériorité des tactiques et des armes occidentales. Il s'en sert autant qu'il le pourra. Et là, c'est une rébellion qui mène un peu à son corps défendant. C'est une longue histoire. Mais il se retrouve donc effectivement à conduire cette révolte qui, dans un premier temps, dont les partisans, dans un premier temps, font usage de fusils. Il manque un petit peu d'entraînement, eux étant principalement justement issus de la classe guerrière, à la différence des jeunes soldats qui vont affronter. Et il manque aussi de munitions. Donc c'est un petit peu en désespoir de cause qu'ils vont devoir recourir effectivement aux armes anciennes, même si il arrive dans certains engagements qu'ils essayent d'attirer effectivement l'armée impériale à portée de sabre, si j'ose dire, pour essayer de bénéficier de leur supériorité à l'escrime. Julien Pelletier, je voulais qu'on parle un peu du Bushido, le code du guerrier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles en sont les composantes? Parce que ça n'est pas juste régir la vie du samouraï en tant que combattant, mais également au quotidien. Oui, alors ce code, il est pas unique d'abord. Il a plusieurs visages, il a une longue histoire. Est-ce que c'est un code écrit d'abord? Alors pendant une longue période, ce sont plutôt des préceptes transmis oralement au sein de la famille. On voit apparaître les premiers écrits au XIVe siècle. 14 et 15e siècle, des grands daimyos commencent, donc des grands seigneurs, commencent à coucher sur le papier des préceptes à l'attention de leurs vassaux. Parfois, ces enseignements sont tenus secrets. Bon, en règle générale, ce qu'on peut lire relève quand même globalement du bon sens, d'un certain bon sens, et globalement sont des conseils essentiellement pratiques. L'idée morale qui va apparaître plutôt au début du XVIIe siècle, donc elle est beaucoup plus tardive. Et là, effectivement, le Bushido, donc cette voie du guerrier, déjà le vocable commence à apparaître de plus en plus fréquemment. On suppose qu'il est forgé par des philosophes néo-confucianistes. Alors le néo-confucianisme, c'est une philosophie importée de Chine, importée du continent, une espèce de réinterprétation des enseignements donc de Confucius, mais sous la dynastie Song, donc autour de l'an 1000. Cette doctrine, elle est transplantée au Japon avec une modification importante, c'est que dans la tradition chinoise, la fonction militaire est relativement méprisée, à part quelques grands généraux, grands officiers issus des élites. Globalement, le métier de soldat est assez mal considéré. Au Japon, au contraire, bien sûr, il faut un petit peu réinventer cette doctrine pour justifier la supériorité, même au sein de l'organisation sociale, de la classe guerrière. Donc ce sera la particularité du néo-confucianisme japonais, qui est l'un des principaux piliers, l'un des principaux socles de ce Bushido tel qu'il se cristallise, donc on l'a dit, au cours du XVIIe siècle. Il y a d'autres apports. Il y a l'apport du bouddhisme, également l'apport du zen, qui a joué un rôle très important, lui, dès le XIIIe siècle, au moment où il devient un peu une religion très associée aux guerriers. Donc il puise à différentes sources, et effectivement, de considération d'un Bushido dit sauvage, comme j'aime bien cette expression d'un historien japonais, d'un Bushido sauvage, on passe à un Bushido beaucoup plus civilisé qui, lui, ambitionne de fournir tout un corpus éthique à cette petite noblesse d'épée pour justifier, on l'a dit, sa domination. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il va se matiner de conception morale de ce qu'on pourrait considérer comme une éthique chevaleresque selon nos propres critères. Si on fait une recherche sur Internet sur le code du Bushido, on trouve que le samouraï doit avoir 7 qualités: la bienveillance, le respect, le courage, l'honneur, la droiture, la loyauté, la sincérité. Ce sont des mots qu'on trouve vraiment dans les écrits ayant trait au Bushido. Par exemple, le plus connu, c'est celui de Hagakure au XVIIIe siècle. Est-ce que ce sont des mots d'époque ou est-ce que c'est des mots contemporains aujourd'hui, comme finalement le zen, qui au départ était une branche du bouddhisme et qui aujourd'hui, maintenant, est utilisée à toutes les sauces? Alors cette idée des préceptes comme ça dominants, elle est quand même elle est assez récente. Elle date aussi de la grande démocratisation du Bushido, hélas pour le pire, c'est-à-dire celle du début du XXe siècle, au moment où le Japon se militarise et où ces enseignements sont redécouverts opportunément par le régime militariste, qui voit une espèce de martingale pour préparer le pays à la guerre et qui du coup va le simplifier, le distribuer en masse aux jeunes recrues,
Donc là, effectivement, il faut un bushido prédigéré, si j'ose dire. Le hagakure dont vous parlez, c'est un ensemble de volumes très importants. En règle générale, on ne connaît qu'une infime fraction, la fraction qui a été traduite en anglais puis en français. Mais ce texte, il regroupe aussi toutes les annales du clan Nabeshima, des enseignements supposés secrets. Bref, il est très très vaste, et sa principale particularité, en tout cas celle sur laquelle les commentateurs ont tendance à insister, c'est son rapport à la mort. Vous savez, il y a ce fameux incipit du texte qui indique que l'auteur prétend avoir découvert que la voie du samouraï se trouvait dans la mort. Donc il y a cette espèce de rapport à la mort aussi qui est très très présent dans les textes du Bushido, notamment ceux du XVIIe siècle, alors que non seulement il est moins présent auparavant, mais même au cours de cette période Edo, il y aura des débats, il y aura des controverses, des querelles d'école pour savoir un petit peu à qui appartient la vie du samouraï et comment il doit en disposer. Donc c'est un élément très très important qui, paradoxalement là encore, apparaît de manière d'autant plus saillante que le samouraï a beaucoup moins d'occasions, d'opportunités de mourir au combat. Vous avez évoqué un peu l'aspect religieux. C'est vrai qu'au Japon coexiste la variante zen du bouddhisme, importée de Chine, le confucianisme, importé de Chine également, et puis il y a une variante locale qui est le shintoïsme, qui mêle des éléments polythéistes et animistes. Comment est-ce que cet aspect religieux s'intègre avec ce code moral ? Quelle est la spiritualité des samouraïs ? Non sans difficulté, là aussi, hein, le bouddhisme proscrit normalement évidemment le fait de donner la mort, et même d'être le shintoïsme de son côté entretient aussi un rapport à la mort, au sang, assez complexe. Donc évidemment, c'est souvent un petit peu une ligne de crête sur laquelle chemine le samouraï pour essayer de suivre cette fameuse voie. D'ailleurs, il est souvent, dans les chroniques anciennes, il est souvent perçu comme une bête sauvage, un fauve abominable, précisément parce qu'il ne respecte pas ces principes qui, déjà à l'époque, sont considérés comme étant ceux d'un homme civilisé. Donc effectivement, il y a cette difficulté, et le zen va être adopté principalement par sa simplicité, par son caractère assez instinctif. Il se distingue vraiment des écoles bouddhistes qui avaient pris pied dans l'archipel des siècles auparavant. Le bouddhisme est introduit dans l'archipel à la fin du VIe siècle. Et à ce moment-là, ce sont principalement des écoles qui vont plutôt fournir des hauts fonctionnaires à l'État japonais. Ce sont des écoles extrêmement intellectuelles, extrêmement complexes, qui ciblent d'abord les élites, et c'est par la conquête des élites qu'elles vont ensuite se diffuser dans le Japon. Le zen, à l'inverse, réfute tout ce côté. C'est une doctrine presque anti-intellectuelle, qui vraiment met l'accent sur le geste, sur l'instinct, sur la respiration, autant de choses qui sont des outils pour le samouraï dans sa préparation au combat et aussi dans sa préparation à la mort. C'est quoi le rapport justement du samouraï à la mort ? Est-ce qu'il a peur de la mort ? Est-ce que c'est son but ultime, de mourir au combat ? Et c'est quoi une bonne mort pour lui ? La bonne mort, c'est sûrement pas dans son lit. Ça, c'est sûr que la bonne mort, dans la tradition japonaise, le samouraï est comparé à la fleur du cerisier. Donc elle meurt, elle est éphémère, elle tombe au bout de quelques jours dans sa gloire, dans sa beauté la plus pure. Donc voilà, ce symbole de la fleur de cerisier qui est encore aujourd'hui accolé, bien au-delà d'ailleurs de la seule figure du samouraï qui est très présente dans l'imaginaire japonais. Il en dit déjà assez long, je pense, sur le rapport à la mort que le jeune guerrier suppose entretenir. Donc effectivement, le guerrier vétéran est un petit peu un guerrier qui a raté son occasion. Et en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, il doit prendre garde d'avoir une mort utile. C'est-à-dire que sa vie appartenant au seigneur, il ne doit pas la gaspiller. Il doit faire en sorte quand même qu'elle serve les intérêts du clan et du maître et du suzerain. Ça, c'est vraiment un élément important. Même s'il n'y aura jamais une vision complètement homogène. Je prends un exemple qui est assez édifiant, je trouve. C'est justement l'auteur du Hagakure qui se moque, ou qui critique même assez vertement les fameux 47 ronins. Que leur reproche-t-il ? Eh bien, précisément d'avoir attendu, pour exercer leur vengeance, d'avoir attendu presque 2 ans, période pendant laquelle leur ennemi juré aurait pu mourir de mort naturelle ou d'un quelconque accident de la vie. Auquel cas, ils n'auraient jamais pu recouvrer leur honneur en vengeant leur maître. Ça aurait été évidemment une catastrophe et une honte indélébile. Donc lui préconise au contraire de foncer tête baissée à la première occasion, quitte à se faire tuer sur le champ. Donc il n'y a pas une vision unique et monolithique, ni du rapport à la mort, ni de rien. D'ailleurs, le Bushido ne va vraiment devenir effectivement cette espèce de monolithe qu'au XXe siècle, en réalité. Alors, il y a une autre façon de mourir qui n'est pas au combat, c'est le seppuku. C'est la pratique du suicide par éventration.
Je ne sais pas si c'est un synonyme de harakiri ou si Oui, c'est la même chose. caractère prononcé différemment. D'accord. Et donc j'ai appris dans votre livre que cette pratique du suicide par éventration est extrêmement codifiée. Est-ce que vous pouvez nous dire le déroulement d'une cérémonie de seppuku? Attention, accrochez-vous parce que c'est peu ragoûtant. Non, mais c'est. Alors, les premiers cas de. Alors, on peut faire en résumé déjà. Est-ce que c'est en public? Oui, alors au moment où elle est codifiée, très souvent, oui, elle est en public. Le suicide a lieu en public. Néanmoins, il faut préciser que, de même que pour un certain nombre de questions que nous avons abordées au préalable, le seppuku se codifie là aussi à la période Edo. Donc, auparavant, on sait que des soldats vaincus, des champions, des capitaines vaincus se sont donné la mort par éventration, ou en se plantant leur sabre ou une autre lame dans la gorge. Ça, c'est un cas. Le suicide à l'issue d'un combat est un phénomène relativement fréquent. C'est au début de la période Edo que ça va devenir de plus en plus un châtiment. C'est-à-dire que le samouraï, le guerrier de manière générale, a droit à une espèce de traitement de faveur. Ça peut nous paraître étrange, mais c'est effectivement une manière de sauver son honneur par un dernier geste. Lui se donnera la mort volontairement, acceptera la souffrance, embrassera un peu cette souffrance, là où les criminels de droit commun sont exécutés comme ailleurs dans le monde. Donc le samouraï, lui, peut s'ouvrir le ventre. Alors la cérémonie, telle qu'elle est pratiquée à la période Edo, lorsqu'il s'agit d'une condamnation, le plus souvent, le guerrier doit revêtir un kimono blanc, symbole de deuil, symbole de mort au Japon. Il va se saisir d'une lame nue, c'est-à-dire dont on a démonté la poignée, la garde, il l'enroule autour d'un linge blanc, et effectivement il va pratiquer une incision cruciforme dans son abdomen, à l'issue de laquelle il est décapité, et pour être tout à fait exact, pas tout à fait décapité, puisque selon la tradition, le bourreau doit faire en sorte que la tête ne tombe pas, ne roule pas au sol, qui serait quand même assez inconvenant, et éviter les grands jets d'hémoglobine. Donc il tranche avec un peu plus de délicatesse la tête avant de saisir des petits triangles de papier qu'il a préalablement glissés dans sa ceinture, dans son obi, pour éponger le sang, et le présenter au magistrat délégué par le seigneur ou par le shogun pour assister à la cérémonie et attester de sa bonne tenue. Alors ça c'est le seppuku par condamnation, hein. Donc lorsqu'on a été discrédité, qu'on a offensé le shogun, comme le seigneur d'ailleurs des 47 Ronin, c'est le début de la vendetta. Ces braves hommes se retrouvent Ronin précisément parce que leur seigneur a dû se donner la mort et que le clan a été dissous. Vous avez dit que la pratique du seppuku va changer sous la période Edo, donc à partir du XVIIe siècle. Et une des circonstances de seppuku qui n'est plus pratiquée, c'est ce qu'on appelle le junshi, c'est-à-dire qu'un obligé doit suivre son seigneur dans la mort, et ça, ce rituel est aboli. Pourquoi il est aboli ? Il est aboli parce que c'était une catastrophe pour l'administration des clans. Effectivement, il arrivait assez fréquemment qu'à l'issue de la mort ou du suicide d'un seigneur, la plupart de ses grands vassaux le suivent dans l'au-delà. Ce sont l'un des cas les plus célèbres a lieu bien avant, en 1333, avec la chute de Kamakura. Donc là, quasiment tous les Hojo s'ouvrent le ventre. C'est un suicide, un véritable bain de sang. Il y a plusieurs dizaines, je crois même plusieurs centaines de suicides dans la ville. Donc effectivement, ça pose un problème au shogunat, qui ne veut pas perdre ses ressources précieuses, hein, ces hommes qui ont été bien formés à administrer, ces bons gestionnaires. Donc il en interdit la pratique. Néanmoins, dans cet aspect comme dans d'autres, on trouvera toujours une école un peu conservatrice qui considère que la véritable voie du samouraï doit s'exercer de cette façon et qui donc continuera de le pratiquer. Alors parfois d'ailleurs on va châtier la famille pour dissuader. Mais quelque part ça reste dans la psyché du guerrier japonais comme un acte noble. Puisque au début du XXe siècle, on se souvient en 1912, après la mort de l'empereur Meiji, du suicide du général Nogi Malesuke. Julien Pelletier, je voulais qu'on revienne sur la place des samouraïs dans la société japonaise. Est-ce qu'on est samouraï ? Est-ce qu'on le devient ? Est-ce que, pour reprendre une expression contemporaine, il y a une mobilité sociale ? Oui, il y a une très forte mobilité sociale. Là encore, jusqu'à la charnière constituée par l'avènement de la période Edo. Alors, on a quand même cette petite noblesse. Une bonne partie des samouraïs de rang subalterne et moyen pendant tout ce premier Moyen-Âge vit et réside à la campagne. Donc ils forment une espèce de petite gentry qui est pas sans rappeler ce qu'on peut connaître dans certaines régions d'Europe au même moment. Donc ce sont des petits propriétaires qui pratiquent
qui disposent des moyens de se procurer des armes, éventuellement une monture, qui ont un suzerain et qui sont appelés à la guerre lorsque le seigneur part en campagne, en respectant donc un rituel là encore. Donc effectivement, pendant tout ce premier Moyen-Âge, c'est une classe qui est relativement perméable, hein, qui n'est pas du tout hermétique. On voit des ashigaru, donc ces petits fantassins, ces pieds légers qui forment vraiment la strate la plus modeste de la classe combattante. Ils sont déjà eux-mêmes à mi-chemin entre la paysannerie et les combattants. Ce sont des combattants occasionnels. Et en fait, il faut attendre les réformes entreprises par Toyotomi Hideyoshi, donc dans les années 1590, où là vraiment la décision est prise. Et d'ailleurs, c'est assez amusant puisque lui-même a été le parangon, hein, si j'ose dire, de cette mobilité sociale. C'est lui qui en a bénéficié le plus. Il était lui-même fils d'Ashigaru et il va conquérir le pouvoir. Ne deviendra pas shogun du fait de sa modeste naissance, mais il en aura le même pouvoir. Et donc c'est lui qui va décider de faire en sorte que désormais les hommes doivent choisir entre la fonction paysanne ou la fonction guerrière. Et à compter de ce moment-là, effectivement, les classes vont commencer à devenir de moins en moins perméables les unes aux autres. Du moins, en tout cas, les classes, la paysannerie va vraiment être coupée des classes citadines. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'entre la classe marchande, au contraire, et la classe guerrière, il y aura de plus en plus de porosité. Les marchands disposant des moyens que les guerriers n'ont plus. Et du coup, il y a une espèce de convergence d'intérêts. Les marchands y gagnant une ascension sociale et les samouraïs étant comme ça un petit peu tirés de l'embarras pécunier. Donc là, effectivement, à ce moment-là... là, on a vraiment une transmission héréditaire tout à fait codifiée, quoi. Vous avez parlé de l'Europe médiévale et on se représente fréquemment le samouraï comme le pendant de nos chevaliers d'Europe médiévale. Quelles sont les limites de la comparaison ? Alors j'imagine que c'est un vaste sujet et on pourrait plutôt voir ça comme quel est le système de fidélité du samouraï ? À quoi est-il fidèle ? À qui est-il fidèle ? On attend de lui une fidélité absolue, hein, c'est ce qui transparaît dans tous les textes, et c'est ce qui a d'ailleurs fait dire aux observateurs, notamment les jésuites qui débarquent dans l'archipel au XVIe siècle, que si l'accent est tant mis sur la loyauté, c'est précisément parce que c'est une denrée très rare au Japon. C'est eux qui font cette observation-là. Et effectivement, la période Sengoku, on l'a dit, marquée par les guerres civiles et cette grande mobilité sociale, est vraiment jalonnée de trahison, de retournement d'alliance, de coups de Trafalgar, de coups de poignard dans le dos. Donc là, à ce moment-là, les guerriers de talent, si j'ose dire, évoluent sur une espèce de marché de l'emploi qui leur permet de choisir un seigneur, en tout cas de passer de l'un à l'autre sans se sentir lié outre mesure à ce suzerain. Ensuite, les choses évolueront et au contraire, on attendra d'eux une loyauté parfaite. Mais là aussi, ça va venir dans un second temps quand ce marché de l'emploi, pour reprendre l'expression, ce sera singulièrement compliqué pour les samouraïs avec la fin des guerres civiles. S'agissant de la comparaison avec les chevaliers, alors à certains égards, elle tient, effectivement. On a cette élite chevaleresque, hein, il faut bien le dire, qui s'efforce d'obéir à une certaine éthique, s'efforce de servir de guide, on l'a dit, au peuple, en tout cas se considère comme tel, et est supposé en assurer la protection aussi. Néanmoins, il y a de très nombreuses différences. D'abord, les samouraïs sont beaucoup plus nombreux, hein. On les estime entre 5 et 15% selon les clans. Certains clans sont plus militarisés que d'autres. Donc ils sont beaucoup plus nombreux, hein, sachant que la noblesse d'épée en France, au même moment, elle n'excède pas 1%, donc on est vraiment très très en deçà. Un autre élément important, c'est le fait que cette parenté, elle va être galvaudée, elle va être instrumentalisée, notamment au XIXe siècle, pour justifier la singularité japonaise et la vocation du Japon à rejoindre cette espèce d'extrême Occident, enfin à incarner une espèce d'extrême Occident, en tout cas un pays qui aurait voix au chapitre au sein du concert des nations, qui du coup deviendrait une puissance moderne, ce qui signifie aussi une puissance coloniale. Et donc, un certain nombre d'observateurs et d'historiens vont se dire, mais regardez, cette parenthèse féodale, c'est la marque des grandes nations qui ont une vocation à l'expansion. Donc le Japon, les penseurs du jeune État japonais impérial vont vraiment un petit peu se fonder sur la figure du samouraï pour justifier leur prétention à l'expansion coloniale en Asie. À propos des relations avec l'Occident, justement, donc la période Edo, c'est une longue période de paix, mais aussi de renfermement du Japon sur lui-même. Et cet isolement va être brisé notamment par les Américains avec l'épisode en 1853
où la flotte des vaisseaux noirs du commodore Matthew Perry se présente dans la baie d'Edo et va forcer un accès au port pour y commercer. Donc le Japon va vivre des bouleversements au contact des Occidentaux. Qu'en est-il de la situation intérieure au même moment? Est-ce que les samouraïs étaient devenus trop nombreux et finalement moins utiles dans un pays en paix depuis plus de 2 siècles? Ah oui, tout à fait. Les samouraïs sont beaucoup trop nombreux. On l'a vu, cette porosité, notamment avec les marchands, a fait bondir la démographie de la classe guerrière. Ils sont donc de plus en plus nombreux et toujours interdits d'exercer un autre métier que la carrière des armes. Parfois, cet interdit est bravé, notamment dans les clans provinciaux et auprès des échelons les plus modestes de la classe guerrière. Mais c'est un ensemble, c'est un groupe de bouches à nourrir de plus en plus important, de plus en plus perçu comme parasite par la paysannerie, dont l'hégémonie est de plus en plus contestée, d'autant qu'on considère aussi, sans doute à juste titre, qu'ils ont beaucoup perdu de leur capacité, de leur qualité martiale, et que donc ils font de moins en moins peur. Alors là, justement, pour le coup, le choc va être rude pour les samouraïs lorsqu'ils sont confrontés à une puissance militaire extérieure. On sent déjà, puisqu'on a vu ce qui s'était passé en Chine, notamment à la faveur des guerres de l'opium, on a vu que la Chine, qui est vraiment le modèle millénaire, la puissance tutélaire régionale, a été complètement humiliée, mise en coupe réglée par les puissances occidentales. C'est déjà évidemment un choc au Japon, qui perçoit qu'il va falloir sans doute se moderniser. Le splendide isolement qui est décrété au début de la période Edo, donc le sakoku, qui interdisait tout contact avec les pays étrangers. En tout cas, c'était strictement limité au port de Nagasaki et avec des échanges extrêmement, on l'a dit, extrêmement contraints avec la Hollande, qui était le seul pays ayant voix au chapitre et par lequel les savoirs occidentaux parvenaient au Japon. Donc le choc est vraiment rude, effectivement, quand le Commodore Perry et ses navires à vapeur, ses vaisseaux noirs, donc ces Kurofune, là, se présentent dans la baie d'Edo, qui impressionnent, hérissés de canons, donc qui impressionnent grandement les samouraïs, et qui impressionnent tout le monde, mais en particulier les samouraïs, et notamment le régime du shogun, qui déjà est entré dans une espèce de crise, puisqu'on sent bien que des baleinières russes, américaines, ont déjà touché terre au Japon, ont bravé l'interdit qui leur était fait de venir se ravitailler au Japon. Donc on sait déjà que le retard technologique accumulé par le Japon à la faveur de cette période de paix va être difficile à combler. Et là, effectivement, les choses vont aller très 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 vite, puisqu'en réalité, en 1853, effectivement, vous l'avez dit, la flotte américaine, cette escadre américaine se présente. Un an plus tard, le Commodore Perry revient avec le premier traité d'amitié, mais qui est en réalité très favorable, beaucoup plus favorable aux États-Unis qu'au Japon. C'est la période des fameux traités inégaux, en tout cas c'est comme ça qu'on les considère en Chine, et le Japon craint grandement, bien sûr, d'avoir lui-même à signer des traités inégaux, donc il essaye de retarder l'échéance, d'autant que dans la foulée des Américains, tous les autres évidemment s'engouffrent dans la brèche, Russes, Français, Anglais, et même d'autres nations européennes, qui entendent elles aussi se tailler une part de ce nouveau gâteau qui s'offre à elles. Et en une quinzaine d'années, le shogunat va complètement s'écrouler. Et d'ailleurs, il s'écroule sous les coups des clans vaincus à Sekigahara, qui eux-mêmes n'avaient jamais complètement digéré cette défaite et leur exclusion du pouvoir. Et dans un premier temps, d'ailleurs, on a le sentiment qu'on rejoue un petit peu le match, que c'est une espèce de campagne de Sekigahara à front renversé qui verrait cette fois les vaincus l'emporter. Eux ont beau jeu de se déclarer les champions de l'empereur. Leur projet est de rétablir la primauté impériale sur les affaires de l'État. Ils vont y parvenir. Et justement, ces seigneurs qui avaient soutenu ce mouvement révolutionnaire, restaurateur, vont être un petit peu victimes du mouvement, puisque les principaux penseurs de ce mouvement, qui eux sont des samouraïs de rang plutôt moyen, mais qui ont vraiment théorisé ce changement et tout ce qui devait l'accompagner à la fois en termes politiques, économiques, techniques, eh bien eux ils veulent pousser, ils veulent aller plus vite, ils veulent moderniser, ils veulent vraiment transformer l'empire en monarchie parlementaire, et c'est ce qui va advenir en très très peu de temps. Oui, le shogunat aura duré pratiquement 7 siècles sans discontinuer. Il y a une brève restauration impériale au XIVe siècle. Pourquoi est-ce qu'on ressort l'empereur? Pourquoi est-ce que, à l'image de ce qui se passe en Europe, par exemple, ou aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'on n'élit pas un président? Pourquoi est-ce qu'on le ressort de la naphtaline? Parce que pendant 7 siècles, il est quasiment invisibilisé, l'empereur. Il a sa cour différente du shogunat, mais est-ce qu'il a encore une influence? Il joue quand même un rôle rituel, un rôle sacerdotal. Et c'est important parce qu'il continue d'incarner quelque part la légitimité. C'est vraiment la souveraineté s'incarne dans la personne impériale. D'ailleurs, ne perdons pas de vue le fait que le shogun gouverne par délégation.
C'est-à-dire que le shogun reçoit alors certes, c'est un simulacre, très rapidement, c'est le shogun qui va prendre toutes les décisions, et c'est une formalité que de le voir avalisé par l'empereur. Mais il reçoit quand même ce mandat des mains de l'empereur, sur décision impériale, sur décret impérial, et donc quelque part, ça reste imprimé dans les consciences japonaises, et on voit apparaître, effectivement, au milieu du 19e siècle, deux façons pour les samouraïs de penser l'avenir du pays et de travailler à maintenir leur légitimité, soit, puisque le shogunat est discrédité, soit celle qui s'appuie sur le peuple. Certains samouraïs, on va dire une école de gauche, en caricaturant, à grands traits, va essayer de s'appuyer plutôt sur le peuple, en disant voilà, la souveraineté, le rôle du guerrier, c'est d'être le guide et le défenseur des intérêts populaires. Et puis, une école qui procède plutôt par le haut et qui va dire au contraire, puisque le shogunat est discrédité, la seule forme de souveraineté légitime, c'est l'empereur. Il faut donc lui permettre de recouvrer le pouvoir. Très logiquement, on va s'attacher à réécrire l'histoire, d'une part pour légitimer l'empereur. Finalement, on va confirmer son essence divine et pour prouver en quelque sorte qu'il a toujours été un protecteur du pays. Et puis, d'autre part, on réécrit l'histoire pour trouver un nouveau rôle aux samouraïs. De quelles vertus on les part et parce que ces nouvelles qualités du samouraï typique du 19e siècle, on va aussi les retrouver comme un facteur influent de la politique japonaise, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une démocratisation. C'est tout un paradoxe, c'est qu'effectivement, on peut imaginer qu'à la fin de la période Edo et durant toute la période, au moins la période Meiji commençante, le samouraï est quand même perçu comme un fardeau dont on est content de se débarrasser. En tout cas, on peut imaginer qu'une bonne majorité des gens du peuple ne le voient pas d'un si mauvais œil, même si les réformes entreprises sous la restauration Meiji vont être extrêmement rapides et brutales. Les samouraïs vont en faire les frais aussi, et on peut imaginer qu'une bonne partie des désormais sujets égaux en droit qui les entourent ne voient pas d'un mauvais œil leur chute, si j'ose dire. Mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, ce samouraï qui donc a perdu de sa superbe et a été écarté du pouvoir, il continue quand même d'occuper certains des premiers rôles, notamment dans l'armée, bien sûr, qui est l'armée et la marine, qui sont vraiment les instruments de la modernisation et de l'expansion du pays, et qui sont, comme on peut l'imaginer, complètement noyautés, non seulement par des guerriers, mais principalement d'ailleurs par les clans vaincus à Sekigahara, qui sont les moteurs vraiment de cette restauration et de tous ces changements. Et très vite, effectivement, au tournant du 19e et 20e siècle, la figure du samouraï va être réhabilitée et transformée en modèle, cette fois, et diffusée de manière tout à fait massive pour faire du samouraï le japonais idéal, dans lequel tout jeune japonais, tout jeune sujet masculin de Sa Majesté est tenu de s'incarner, de s'identifier. Donc on retrouve les samouraïs dans l'armée qui est refondue. Cette modernisation, c'est aussi une période d'industrialisation. Est-ce qu'on retrouve aussi les samouraïs dans les zaibatsu, les fameux conglomérats industriels familiaux ? Oui, avec des réussites, des fortunes très diverses. Là encore, on a tendance à mettre un petit peu à monter en épingle certaines réussites, et il y en a incontestablement. Effectivement, il y a quelques grandes maisons, on pense à Mitsubishi notamment, qui sont issues de familles de guerriers. Mais on a aussi beaucoup d'échecs. Il faut bien comprendre que pendant 250 ans, les samouraïs n'ont pas du tout... On leur a appris à mépriser les affaires, à mépriser le rapport à l'argent, à mépriser la réussite matérielle. Ils n'ont aucune formation et aucun atout pour réussir dans les affaires, comme on dirait aujourd'hui. Donc beaucoup, hélas, engagent leurs économies ou la conversion en pension de leurs anciens émoluments en cocouderie, et les dilapident en quelque temps sur de très très mauvais placements. Beaucoup se font un petit peu rouler dans la farine aussi par des marchands plus habiles et plus expérimentés qu'eux, à tel point d'ailleurs qu'à l'époque on parle de business, de travail de samouraï pour désigner une mauvaise affaire. Les samouraïs rentrent dans la culture populaire. On a déjà un peu évoqué le cinéma avec Le Dernier Samouraï, vous avez parlé des 47 Ronin, on peut aussi penser au film d'Akira Kurosawa, mais qui dit culture populaire aujourd'hui dit aussi manga, bien évidemment, et il y a beaucoup de séries où soit qui se passent à l'époque des shogunats, soit qui ont des samouraïs comme personnage principal ou secondaire. Est-ce que vous en lisez vous-même et quelles sont vos séries préférées dans lesquelles on voit des samouraïs ? Alors je dois reconnaître que je lis assez peu. Je dois reconnaître que je suis
assez peu féru de manga, mais bien sûr qu'il m'est arrivé d'en lire quelques-uns. Alors j'avais apprécié il y a quelques années Le Chef de Nobunaga, qui était peut-être pas la série la plus innovante en termes de graphisme, mais qui était très très soigneusement documentée, hein, qui raconte l'histoire d'un jeune chef cuisinier qui était surtout catapulté en pleine période d'unification et qui donc sert Nobunaga. Et puis bien sûr, alors je pense au grand maître du genre historique, hein, Hiroshi Hirata avec l'honneur des guerriers du Satsuma, enfin les grandes séries historiques de Hirata qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois, qui est mort récemment. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, sachez qu'on a fait un épisode complémentaire avec Julien de la Capsule Manga qui traite un autre Julien qui traite de la représentation du samouraï dans les mangas. Julien a fondé la Capsule Manga, c'est une chaîne YouTube et Twitch qui traite de l'actualité et des analyses d'œuvres. Et il co-anime également le podcast Bunko qui décortique la culture manga. Donc vous pourrez retrouver ça dans un second podcast. Volontiers. Merci beaucoup Julien Pelletier pour ce tour d'horizon des samouraïs qu'on redécouvre à la lecture de votre livre. Au-delà des clichés éculés habituels, on redécouvre 1000 ans d'histoire de cette caste guerrière. Merci Julien Pelletier pour votre venue. Je rappelle le titre de votre livre, Une autre histoire des samouraïs, le guerrier japonais entre ombre et lumière. C'est sorti aux éditions Perrin, déjà disponible. Et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro.